Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Quand ça a commencé à fuiter au cours des 2 dernières semaines, on savait qu'aujourd'hui, parce qu'on enregistre pas à la même heure et au même moment que d'habitude, on est lundi après-midi, on vient juste d'assister au point de presse de la police de London. Il y avait, c'est fait quoi, c'est presque 2 ans là, que l'enquête a été réouverte, donc il y avait beaucoup de questions qui se posaient, beaucoup de questions qui se sont posées. Qu'est-ce que vous avez pensé des réponses ou non-réponses qui ont été données? Ben moi, ce qui m'a frappé, c'est le niveau de contrition du chef de police, Tai Truong, qui, en plusieurs occasions, s'est excusé auprès de la victime. Puis il a dit que ça n'aurait pas dû prendre aussi longtemps pour qu'on en arrive au dénouement d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en accusation de ces 5 joueurs de hockey-là. Du même coup, là, une autre chose qu'il a dit, c'est que les raisons pour lesquelles ça a pris autant de temps, ça va faire partie des procédures. Donc, et que les personnes qui ont pris part à la portion de l'enquête en 2018 et 2019 pourraient tous être potentiellement appelés comme à être des témoins dans cette histoire-là. Donc, mais on réalise en écoutant cette conférence de presse-là, c'est que les gens sont peut-être bien intrigués de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va advenir de ces joueurs de hockey-là, peu importe. Mais il y a aussi beaucoup une question de politique à l'intérieur même de la communauté de London. Il y a Gary Bettman qui, en marge du match des étoiles, a donné un peu le son de cloche de la Ligue par rapport à ce dossier-là. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est les problèmes communautaires de la police de London avec les gens qu'elle est censée desservir. Et puis, je pense qu'ils sont... Toute la cause entourant le scandale de Hockey Canada a mis la lumière, ou en fait a braqué les projecteurs sur un problème qui était beaucoup plus endémique puis qui date, je pense, d'avant. C'est ce qu'on a compris, oui. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Donc, si on se replonge dans le contexte de 2018... le service de police de London était reconnu au Canada comme un des moins efficaces, en tout cas particulièrement l'unité spécialisée dans les agressions sexuelles. Quand les gens portaient plainte pour agression sexuelle, c'était un des corps de police au Canada qui avait un des plus faibles taux de conversion en accusation par la suite. Là. Et donc, pour encadrer le service de police, il y a un comité qui avait été formé qui fait... C'est comme pour double vérifier. Oui, c'est ça. Un comité là, qui est contre la violence faite envers les femmes et qui devait systématiquement se faire remettre par la police de London tous les rapports d'enquête les enquêtes qui n'étaient pas concluantes. Alors, ce comité-là regardait avec les policiers, la preuve, puis disait pourquoi avez-vous pensé à regarder telle affaire, pour qu'on s'assure qu'on n'échappait pas des agresseurs potentiels et qu'on allait porter toutes les accusations. Et en 2018, donc, ce rapport-là d'enquête qui a été interrompu, qui a été jugé... non concluant. Non concluant, il n'y avait pas suffisamment de preuves. Ce rapport-là n'a pas été remis au comité de surveillance en question. Et ça a créé dans la communauté... beaucoup de méfiance, de suspicion envers le service de police de London. Et encore, il y a beaucoup de journaux en Ontario qui se sont mis à enquêter sur le service de police de London. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, il y avait des données qui disaient que c'était un des corps de police qui avait le plus de difficultés à conclure ses enquêtes. Là. Point, pas juste les enquêtes sur les agressions sexuelles. Donc, sous-financement, ou est-ce que c'était mal organisé? Alors, le chef qui était là, présent en conférence de presse... Aujourd'hui, c'est un nouveau chef. Là. Lui, il n'était pas là à l'époque. Il est arrivé le 1er juin 2023 qui est arrivé en poste pour remplacer le chef qui est parti à la retraite. C'est ça. C'est un gars qui n'était même pas issu de la police de London. Ils sont allés chercher un policier de la ville de York. Puis il avait travaillé beaucoup comme agent double dans ses fonctions précédentes. Mais là, c'est ça. Le problème devait être suffisamment grand pour dire on ne peut pas faire perpétuer ça en donnant une promotion à quelqu'un qui est dans nos rangs, parce que ça a l'air d'un c'est un changement culturel. C'est ça, c'est un problème culturel. Ouais. Et la sergente détective qui a été affectée au dossier, quand l'enquête a été relancée en 2022, n'avait aucun lien avec l'enquête de 2018 et tout ça. Mais on sentait vraiment, tout au long de cette conférence de presse-là,
qu'il y avait une ligne qui avait été tracée entre ceux qui avaient fait l'enquête en 2018 et ceux de 2022. Le chef a toujours dit que c'était une seule enquête. On parle juste d'une seule enquête. C'était la poursuite de la même enquête, mais il y avait vraiment une différence d'appréciation du travail des uns et des autres. Dans les marqueurs de relations utilisés, même si l'anglais c'est ma deuxième langue, on sentait des fois qu'on dérivait de ce message-là, qui est, ça fait partie des relations publiques. Donc, c'est ça. Moi, je m'attendais pas à grand-chose de ça. Je trouve quand même qu'il y a toujours bien pas une admission, là, mais tu parlais de la contrition du chef. Il avait l'air ému. Il y a toujours même, ça. Il y a toujours ça. Ému, ouais. Même si, évidemment, ça compense pour peu. Là, c'est quoi les... Là, je disais, on attendait cette journée-là on attendait cette journée-là. Là, qu'est-ce qu'on attend, là? Est-ce qu'on sait? C'est quoi les prochains... Là, la couronne va transmettre toute la preuve, fort probablement sur des clés USB ou une clé USB. Les procureurs de la défense vont recevoir la preuve qui doit être extrêmement volumineuse. Le nombre de témoins qui ont dû être rencontrés, il y avait une enquête qui avait été abandonnée auparavant. La deuxième enquête de la police de London. La police de London avait fait une requête auprès du tribunal pour avoir accès à toutes les données de l'enquête faite par le bureau d'avocats retenu par Hockey Canada. Alors, il y a énormément de documentation. Puis je voyais au cours de la fin de semaine là, des criminalistes ontariens qui disaient qu'il y a énormément de cas qui sont retardés déjà à la cour à London. Ça ne procède pas rapidement. Et compte tenu de l'ampleur de la preuve, probablement que le procès va commencer quelque part à la fin de 2025, début 2026. OK. Alors, et là, tu sais, parlons sans émotion de ce cas-là. Là, la présomption d'innocence est capitale dans notre système de justice, puis il faut laisser la justice faire son œuvre. Mais dans le cas des... Écoute, si ces accusés-là, ou certains de ces accusés-là sont reconnus comme innocents à la fin, là, ils vont probablement avoir fait l'impasse sur quelques saisons de leur carrière. Et en tout cas, la justice, ça ne procède pas rapidement pour personne, là, mais c'est une démarche qui va être longue. Là. Donc, on devrait ne pas en entendre parler pendant un bout de temps. Là, avant d'en entendre parler, intensément. Oui, bien là, le dossier, en fait, la cause est ajournée jusqu'au 30 avril. Donc, les prochaines audiences vont avoir lieu le 30 avril. Mais en fin de semaine, Gary Bettman a dit... parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question au commissaire de la Ligue nationale, à savoir, mais là, dans l'intervalle, est-ce que ces joueurs-là vont avoir le droit de réintégrer leur équipe? Sous prétexte que, ils n'ont pas été condamnés, il n'y a pas encore de procès qui a été lancé. Ouais. Et il a dit, si j'étais eux, je me concentrerais sur ma défense. Puis il dit, ce sont des joueurs qui sont considérés comme étant inactifs. Il a même dit, ce sont des joueurs autonomes, ce qui est un peu un lapsus parce que, à l'exception de Formenton, qui, lui, est un joueur autonome aux yeux de la Ligue nationale parce qu'il n'a pas de contrat. Selon la convention collective. Là. Exact. Ouais. Les 4 autres, leur contrat se termine à la fin de cette saison. Mais c'est avec restriction, si je ne m'abuse. Ce sont tous, exact. Dans tous les cas, parce qu'ils ne sont pas assez vieux pour être joueurs autonomes sans compensation. Mais donc, leur contrat va venir à terme à la fin de cette saison-ci. Alors, d'ici là, il dit, moi, je serais surpris que ces joueurs-là jouent pendant que la cause est en cours, étant délibérée. Il n'y a pas de scénario vraiment où ça peut arriver. Ça peut arriver, en fait, je parle en théorie, mais dans la vraie vie... C'est quand Martin dit qu'avant qu'on ait un résultat de ce procès-là, que ça aille d'un côté ou de l'autre, c'est ça, ces gars-là pourraient très bien passer 2 ans, 3 ans sans jouer. Si leur carrière, s'ils sont avérés coupables, leur carrière est finie. Et même s'ils ne sont pas coupables, il va rester des stigmates de ça. Je ne suis pas sûr que les équipes vont se précipiter. Là. Non. Fait que ça va être... Moi, je m'étonnais parce que dans les dernières semaines, c'est ça, on a des confrères qui s'interrogeaient là-dessus. Moi, ça m'apparaissait pas approprié là, dans les circonstances, puis plus que secondaire. Mais l'époque étant ce qu'elle est, des histoires d'agression sexuelle. Il y en a beaucoup été question. Mais moi, je le vois pas. Quand j'aborde cette question-là, je parle pas de ça sous l'angle. Qu'est-ce qui va arriver avec ces gars-là, puis leur carrière et tout ça. Il y a une présumée victime là-dedans qui semble avoir un cas très solide. Mais moi, je parle plus en termes... Je suis certain, quand un procureur de la Couronne s'assoit pour recevoir cette preuve-là, ou directeur des poursuites criminelles et tout ça, ils doivent
considérant la situation, la visibilité de ce cas-là et tout ça, je suis sûr qu'ils se sont assurés d'avoir la ceinture, les bretelles, puis une autre paire de bretelles, de dire on a des motifs raisonnables, on poursuit, que ce soit pas frivole ou que ce soit juste pour dire, pas juste pour répondre à la pression politique puis dire on a porté des accusations. Il y a des impacts réels, puis même pour cette victime-là, ça va changer sa vie, là, elle va aller témoigner. Mais c'est déjà c'est ça. C'est là que je m'en allais, c'est déjà le cas. Ben oui, puis en fait, tout ça est déjà en cours. Puis parce que la victime dans tout ça, je pense que c'est la personne la plus importante. Elle a déjà attendu très longtemps pour que le dossier se mette en marche pour vrai. Puis là, effectivement, c'est que si ça doit encore prendre 2 autres années avant qu'on envoie la conclusion, c'est un supplice de la goutte. C'est épouvantable pour cette femme-là. Alors, non, c'est sûr que ça... de ce point de vue-là, l'avenir de la carrière des joueurs, ça demeure très, très frivole. Et puis... ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai eu une pensée aussi pendant la conférence de presse. Les policiers de London ont insisté à quelques reprises sur le fait que la victime avait collaboré dès le début avec la police, qu'elle avait collaboré durant la 2e enquête, qu'elle était déterminée à mener cette affaire-là jusqu'au bout. Et je me souviens, les premières réponses de Hockey Canada, quand le scandale avait éclaté, les dirigeants de Hockey Canada prétendaient dans leur communication, la jeune femme n'a pas voulu rencontrer la police, ne veut pas que les joueurs soient inquiétés, et nous respectons sa volonté, et c'est pour ça qu'on ne va pas parler de cette affaire. Ce qu'on nous vendait, c'est pour protéger la victime, on a décidé de régler avec elle pour la protéger parce qu'elle veut... exact. Tu fais bien de nous rappeler ça parce que c'est effectivement comme ça que la défense ou enfin la version de Hockey Canada a commencé. Bon, je suis content, j'ai rien de trop niaiseux dans mes liners, donc dans mon petit intro, fait que le clash sera pas trop... mais je vais quand même prendre une respiration. OK, aujourd'hui, un trou au centre. Qui sera le prochain? Et Ovechkin au ralenti. C'est tellement hockey, épisode 294. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour. As-tu regardé le concours d'habilité en fin de semaine? OK. J'arrête, on arrête avec ça. On arrête. Mais je ne suis officiellement plus le journaliste affecté qui travaille le plus fort parce que mon collègue Alexandre Gascon a pris le relais d'admirable façon. C'est ça. On en a. À chaque semaine, on en presse un. Il est d'ailleurs à London. Exact. Absolument. Marc, affecté aux affaires judiciaires maintenant. Oui, c'est vrai. Tu dis souvent, puis on aime ça parce que ça rejaillit sur nous tous, mais pour être un bon journaliste sportif, il faut que tu sois un bon journaliste politique, il faut que tu sois un bon en droit, en culturel, aussi, en économie. Ça m'est arrivé de couvrir la politique. J'ai couvert pendant 3 ans à Ottawa, puis il y avait un vétéran journaliste qui m'avait dit, quand j'étais arrivé, il avait dit quelques-uns des meilleurs journalistes politiques qu'on a eu au Canada avaient couvert le sport déjà. Il disait que c'était une excellente école parce que il n'y a personne qui t'aide. Il faut que tu sois débrouillard, mais 2, c'est les gars qui travaillent au sport, travaillent extrêmement fort, mais tu es habitué, tu es très polyvalent. C'est ça. Il faut maîtriser plusieurs disciplines, disons ça comme ça. Ah, regarde, tape dans le dos pour tout le monde. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Salut Martin. Salut. Je m'appelle Alexandre Coupal. J'ai pas eu de discussion avec David. Pas encore. Alors, mais ma porte est toujours ouverte. Est-ce que je suis ouvert à l'échanger? Je suis ouvert à échanger n'importe quelle personne dans le sens que si ça nous améliore, si quelqu'un m'appelle pour dire que Connor McDavid est disponible, on va s'arranger pour essayer de faire un offre. Bonne chance avec ça, Kent. Il y a quelque chose... je fais un détour, là. Souvent, les DG disent je peux pas parler d'autres joueurs. Je peux pas parler de joueurs qui sont sous contrat avec d'autres équipes. Hughes, il fait ça des fois. Il nous lance, il nous laisse tomber un petit nom, il nous laisse tomber une petite... il nous parle comme on se parle entre nous autres. Mais c'était fait avertir. Il s'est fait avertir parce qu'il le faisait de manière plus compromettante à ses débuts, à son arrivée à la direction du Canadien, puis il s'est fait un peu taper sur les doigts à ce niveau-là. Fait il va nommer des joueurs de d'autres équipes.
des fois, pour les citer un peu en exemple, je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de compromettant dans ce cas-ci. Non. Mais il a cité dans une autre... en répondant à une autre question, il dit l'année dernière, par exemple, à ce temps-ci de l'année, on s'attendait pas à ce que les défenseurs Mathias Ekholm et puis Dimitri Orlov soient sur le marché. Puis leur arrivée sur le marché des échanges a modifié l'offre des gars qui étaient disponibles. Puis bon, alors il a utilisé cet exemple-là. Donc, c'est sûr que ça met un peu de piquant. Moi, j'aime ça. Mais il apprend à manœuvrer, à marcher sur un fil. Ouais. Parce que c'est ça. Il y a certains moments où, en parlant de façon très, très candide par le passé, il s'est fait taper sur les doigts. Lui, c'est un ancien agent. Là, fait que quand il parle de hockey puis nommer un joueur d'une autre équipe, ça n'a jamais été. Ben non, au contraire. Faire des comparaisons. Faire des comparaisons. Je trouvais ça sympathique. Mais c'est ça. C'est pas dans les habitudes de la maison. Et quand je dis maison, je parle de la Ligue nationale de hockey. C'est ça. On vous demande de pas de piquant. Pas de piquant, un verre d'eau plate. C'est ça qu'on veut. C'était donc, parce qu'on était, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était tout juste, c'était encore tout chaud, la transaction de Sean Monahan, sur laquelle on vous a entendu, messieurs, mais on n'avait pas encore entendu Kent Hughes. Puis c'est comme ça que le point de presse a terminé, parce que là, puisqu'on joue au Monopoly encore cette année, puisque c'est une autre saison de Monopoly, là, la saison est commencée et le premier domino, le premier terrain a été transigé. Alors, on se demande un peu est-ce qu'il y en aura d'autres. Puis, on lui a posé, je pense que c'est François Gagnon qui lui posait directement la question à propos de David Savard, qui, est un candidat ou enfin un client en ce sens-là. Donc, je vous pose la question en général. Pensez-vous qu'il va y en avoir d'autres? Ou est-ce que les Canadiens n'ont pas ce qu'il faut? Ou, enfin, c'est pas pertinent? Ou est-ce qu'on va jouer encore au Monopoly ou on va juste en parler? Bien, c'est certain que Sean Monahan était le principal apport dans une transaction. Exact. Avec Jake Allen, on est davantage dans les mauves. Là. Ben là, quand même pas. Le Baltique, c'est pas les mauves. Je pensais que je voulais dire les mauves. Mais je parlais plus, c'est quoi, non? Saint-Charles. Tu sais, après le premier tournant. Non, après le premier tournant. Juste après la prison. Là. OK, non, là, je sais pas. Place Saint-Charles, c'est ça. Voilà. Merci. Place Saint-Charles, Méditerranée, etc. Ouais, en tout cas. Bref, alors, c'est certainement pas pas à dédaigner, mais en fait, ce n'est pas à négliger. On ne peut pas éliminer cette possibilité-là. Je pense qu'il y a un élément sur lequel il va falloir garder notre œil, c'est ce qu'on appelle des cases de rétention de salaire. Okay? Ouais. Ce qui arrive, c'est que chaque équipe a le droit de retenir du salaire sur 3 contrats dans un espace d'1 an, qui est donc entre le 1er juillet et puis le 30 juin de l'année suivante. Et donc, tu ne peux pas faire ça sur une infinité de contrats, tu en as un maximum de 3. Alors, une équipe qui est dans la position du Canadien, qui cherche finalement à maximiser son espace salarial, a tout à fait avantage à utiliser ces 3 cases de rétention de salaire pour pouvoir aller chercher du stock en retour. Là, ils en avaient 2 déjà. Hein? Ils ont retenu du salaire sur le contrat de Jeff Petrie, qui va être une de ces 3 cases-là l'année prochaine encore. Parce que c'est un contrat il reste à 2 ans. Ouais. Puis Joel Edmondson. Donc, il reste un autre. Oui. La position de Kent Hughes, c'était de dire, Sean Monahan ne gagnait pas suffisamment, son contrat était suffisamment facile à digérer pour d'autres équipes, que je n'avais pas besoin, en plus, de dire, hey, je vais retenir 50 % du salaire. Il était confiant de pouvoir obtenir une bonne valeur. Mm-hmm. Là, les 2 autres candidats qui pourraient être, pour lesquels la rétention pourrait être utile, c'est justement David Savard et puis Jake Allen. Parce qu'eux, il leur reste une année de contrat après celle-ci, à 3 quelques millions, là, dépendant du joueur. Alors, là où il va y avoir le plus grand intérêt, là où Kent Hughes sent qu'il va pouvoir avoir le meilleur retour, pouvoir dire à l'équipe, on va retenir 50 % du salaire de Savard ou encore de Allen, ça pourrait probablement lui permettre d'aller chercher un actif de meilleure qualité. Puis si jamais, s'il n'y a rien d'intéressant dans un cas ou dans l'autre, il peut toujours utiliser cette case-là pour retenir du salaire dans le cadre d'une transaction où il serait la 3e équipe, où le Canadien irait chercher du salaire,
puis disons pour la fin de l'année, et puis serait là simplement pour aller chercher un choix au repêchage en passant comme ça, simplement pour avoir accepter du salaire sur la fin d'un contrat. Donc, je pense qu'il va y avoir de l'action d'ici la fin de la saison. Ce ne sera peut-être pas un move majeur, mais je pense que ça va être en lien justement avec une case de rétention de salaire. La case, ils vont remplir la case. La case va être mise à... Absolument. S'ils ne le font pas, ça m'étonnerait vraiment qu'ils en laissent une libre. Ce serait pas une maximisation des actifs, comme on dit. Oui, puis ça, c'est important. Moi, je regarde ça juste plus sur l'aspect de la santé du vestiaire. Je dis prudence. Le leadership ou l'expérience, c'est pas une denrée inépuisable. Monahan vient de partir. C'était un de ces vétérans-là. Je pense que les jeunes appréciaient. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont fait des reconstructions qui, à un moment donné, sont retrouvées où il n'y avait plus de boussole dans le vestiaire. Et là, ça part ça part dans une autre direction, puis c'est difficile à rattraper. Et Savard me semble être un gars... il y a une bonne boussole. Vraiment important dans ce vestiaire-là. C'est un gars qui est capable d'être représentant, qui a assez d'expérience notamment pour être représentant de son équipe auprès de l'association des joueurs, qui a du vécu dans la Ligue. Il y a beaucoup de jeunes défenseurs dans l'équipe qui peut aider. Alors juste, c'est sûr que c'est un joueur intéressant, puis une équipe qui est performante, qui espère aller loin en séries éliminatoires, qui est déjà très bonne, c'est tout un morceau à aller chercher. Là. Il bloque des tirs, il est fiable défensivement, il fait jamais mal à son équipe ou rarement. Il l'a vécu. Il l'a vécu. Il a gagné une coupe avec Tampa. Puis ça avait été un choc pour lui. Là. Il avait un rôle vraiment important avec les Blue Jackets. Quand il est arrivé à Tampa, il jouait sur la troisième paire et tout ça, mais ça faisait... C'est ça que ça prend. C'est ça. Alors, ça peut être un gars très alléchant, mais il reste encore une autre saison. Moi j'essaierais de tirer le maximum de tout ce qu'il peut apporter aux jeunes jusqu'à la date limite de la saison prochaine plutôt que là, mais si l'offre est satisfaisante. Il n'y a pas d'urgence de toute façon à échanger David Savard. Il faudrait vraiment que le Canadien qu'il y ait une équipe qui surpaye pour ses services. Là, ce qui est intéressant, c'est que à l'approche des séries, un joueur comme Savard a toujours plus de cachet par son style de jeu. Tu dis, on ajoute un David Savard en séries éliminatoires dans un contexte plus défensif, etc. Ça peut être très intéressant. Mais sauf que du point de vue du Canadien, je suis tout à fait d'accord avec Martin, ça prend quand même... Il faut qu'il t'en reste des vétérans. Puis en plus, c'est un défenseur droitier, puis le Canadien n'a toujours pas une grande profondeur à droite. Alors, tu sais, déjà qu'on demande à Kaden Guhle de jouer du côté droit, de temps à autre à Jordan Harris également. S'il faut que tu ôtes un droitier de plus, ça ajoute à la complexité de la chose. Alors, tu peux très bien dire, on va attendre, on va garder Savard et pour peu qu'il reste en santé, ce qui le rend attrayant cette année va continuer de le rendre attrayant la saison prochaine. Parce qu'on rejoue au Monopoly aussi la saison prochaine. Bon sang. Qu'est-ce qui serait une offre... quand tu dis qu'il faudrait qu'une équipe surpaye, c'est Connor McDavid? C'est parce qu'il en a parlé, là, sinon j'aurais pas dit ça. Ben, ce serait difficile, ça dépend. On parle encore d'un choix, genre un choix de première ronde. C'est de ça dont on parle encore ou... Ben écoute, peut-être pas, mais je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas lancer de valeur à travers mon chapeau comme ça, mais sauf que c'est certain que David Savard, 1,8 million, c'est très intéressant pour une équipe parce qu'il bouffe tellement de minutes. Il t'ajoute de l'expérience, il peut t'aider en infériorité numérique. Si tu le compares à d'autres joueurs qui vont être disponibles, obtenir un gars qui est un défenseur de deuxième duo ou de troisième duo de luxe au sein d'une équipe compétitive pour l'année prochaine également, c'est intéressant encore dans le contexte actuel de vendre à une autre équipe l'idée d'un joueur que tu peux utiliser pour 2 poussées de séries éliminatoires. Donc, si tu as une équipe qui est non seulement... qui peut rêver à la Coupe Stanley, une prétendante à la Coupe Stanley cette année, mais potentiellement aussi l'année prochaine. Mais tu dis, on te donne Savard pour 2 poussées éliminatoires, puis ça va te coûter sous ton plafond salarial 1,8 million. C'est très alléchant. Alors, et dans ce contexte-là, c'est juste une question d'enchère qui fait en sorte que ça pourrait apporter un très bon retour aux Canadiens. Est-ce que ce serait un choix de 2, un bon espoir, un choix de première ronde?
Je sais pas, je peux pas. Non, mais je disais ça parce que, tu sais, Martin dit... la valeur de Savard pour le Canadien est évidente. Hein? Fait que c'est juste ça que je dis. Il faudrait que ce soit évident. Ouais. Et moi, un choix de deuxième tour, je m'excuse, je trouve pas ça évident. Non, exact. C'est ça. juste ça. C'est juste ça. Quand tous ces choix de repêchage-là vont débarquer à Montréal, le taux d'occupation des les va augmenter. Les hôteliers se frottent les mains. Ils sont nombreux. Ils se disent, hey, ils construisent des logements autour du Centre Bell. Ils disent, on va en vendre un puis un autre condo. Puis je veux juste... parce que il y a quelques semaines, j'ai essayé d'aborder le sujet, puis finalement, la conversation a repris le tour du ménage à trois, mais moi, je vais le dire là. Il y a, même en retenant une partie du salaire de Jake Allen, la moitié du salaire de Jake Allen, je ne peux pas croire que, en dehors d'un choix lointain au repêchage, il y a une équipe qui est intéressée. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça. Ah oui, ben, je sais pas. Il y a des équipes qui sont mal prises, qui vont arriver en séries éliminatoires en ne sachant pas vers qui se tourner. Un gardien qui a trop de haut et de bas, un gardien qui n'a pas fait ses preuves encore. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis Jake Allen, c'est sûr qu'il n'a pas jeté personne par terre par ses performances à Montréal, surtout pas cette année. Mais en même temps, toute la Ligue s'est faite une idée à son sujet. Puis à un moment donné, les gens vont dire on sait qui est Jake Allen. Fait qu'on sait ce qu'il peut nous apporter. Puis il y a bien des gens qui vont dire ben, si Jake Allen, on lui offrait une meilleure équipe défensive, un meilleur groupe de défenseurs devant lui, ben, il ferait meilleure figure également. T'sais. Alors, ça dépend. C'est toujours en fonction des besoins, mais nous, on le regarde à chaque soir, puis quand il donne un mauvais but, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais il demeure quand même un gardien tout à fait dans la moyenne de la Ligue nationale. Puis, encore là, la moitié de son salaire, s'il gagne 1,9, c'est intéressant pour une autre équipe. Martin? Ah, ben, le marché des gardiens est imprévisible là, d'une année à l'autre. C'est pas constant. Moi, je serais surpris, honnêtement, qu'il change de camp, mais on ne sait jamais. Moi, je suis pas mal sûr que s'il soumettait... C'est vers là que j'allais la dernière fois. Je suis pas mal sûr que s'il soumettait au ballottage, personne ne le réclamerait. Et que s'il était réclamé, ben, t'as pas besoin de payer la moitié de son salaire pour rien l'année prochaine. Ben, payer, on s'entend que c'est pas tant le paiement, le problème, plus que l'espace que ça prend sous le plafond salarial, mais enfin. Ben, si c'était une solution facile, je pense que le Canadien l'aurait faite. Je pense qu'ils croient... Ils ont leur doigt sur le pouls, puis je pense ils savent qu'il y a un intérêt pour ce gardien-là, puis ils vont essayer de pouvoir aller chercher le plus qu'ils peuvent. Mais le soumettre au ballottage, puis dire débarrassez-nous du contrat de Jake Allen, je pense pas que ce soit ça à leurs yeux. Là. Ben, moi, je trouve qu'il y a de la valeur là. Je trouve qu'il y a une plus-value. Okay. Une plus-value là. Mais pour cette saison, honnêtement, ça change rien. Puis... Non, c'est plus pour l'année prochaine. Parce que là, l'année prochaine, 3 gardiens, Martin, l'année prochaine. Tu passeras pas à travers, je te le dis. On verra. Il n'est pas si vieux que ça, là, pareil. Là. Je pense que il y a encore du millage, là. Fait que, mais, tu sais, je pense que ça montre à tout le monde que tout est possible si tu continues. Tu continues à travailler, si tu lâches pas trop vite. Tu sais, puis pour atteindre ton potentiel maximal. OK. Il faut que les joueurs comprennent que leur fenêtre de joueurs de hockey est plus petite que le restant de leur vie. T'sais? Fait que quand tu comprends ça, mais tu donnes tout. T'sais? Fait que je pense que c'est un bel exemple. Puis même pour les joueurs, peut-être qui sont à la Ligue nationale plus jeunes, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Parce que la carrière peut être plus courte si tu penses que ta fenêtre est si grosse que ça. Fait que je pense que c'est un bel exemple. La première des choses, c'est l'hiver, fermer les fenêtres. Okay? On ne chauffe pas pour dehors. Martin Saint-Louis, à propos de Brandon Gignac, qui va faire son entrée en scène après des semaines et des mois assez concluants à Laval avec le Rocket. La fenêtre, on présume que ce que Saint-Louis veut dire, c'est que Gignac a une chance là, puis elle est à saisir, ou enfin,
Absolument. Oui. En fait, il en a tellement fait avec le Rocket de Laval. Il était sur un contrat de la Ligue américaine. Fait qu'il ne pouvait pas se faire rappeler par le Canadien, même s'il était, sur le point de vue du mérite, il aurait été rappelé il y a un bon bout de temps déjà. Avant Condotta, probablement avant Mitchell Stevens. Mais quand tu as juste un contrat de la Ligue américaine, tu ne peux pas te faire rappeler. C'est compliqué. Alors, là, c'est une opportunité pour lui, étant son niveau d'acharnement, de persévérance à Laval fait en sorte que c'est ça qui lui a mérité ce contrat-là. Et en ce sens-là, oui, il y a une chance à saisir. Il a 26 ans, fait que quand il dit il n'est pas si vieux que ça, c'est vrai, c'est pas un gars qui arrive dans la Ligue nationale comme Belzile l'année dernière, qui c'est drôle que je faisais la comparaison. Ah oui, Belzile était plus âgé. Ben oui. Mais moi, je pense à Mathieu Darche aussi. Darche est arrivé dans la trentaine. Darche et Belzile, c'est beaucoup plus proche. Là. Okay. Tandis que là, c'est ça, dans le cas de Gignac, c'est un jeune Belzile. Oui, c'est ça. OK. Il n'est pas du tout trop tard dans son cas pour qu'il s'établisse dans la Ligue nationale parce qu'il y a une vitesse digne de la Ligue nationale. Il y a des qualités, entre autres, en infériorité numérique. C'est un gars qui pourrait ressembler, tu sais, s'il garde la pédale dans le fond tout le temps, là, il pourrait très bien donner une carrière à la Paul Byron. Ben là, wow, c'est bien quand même. Mais c'est parce que par le passé, sa confiance était en hausse, en baisse, etc. Puis les Devils du New Jersey ont vite démissionné sur lui. Mais depuis qu'il est à Laval, tranquillement mais sûrement, mais il a élevé son jeu. Ouais. Avant, il y a eu des moments par le passé où il a été laissé de côté, mais là, il est clairement le meilleur joueur de cette équipe-là. Puis il en reçoit il en récolte les fruits aujourd'hui. Martin Saint-Louis a commencé à avoir sa chance, pas vrai, dans la Ligue nationale au milieu de la vingtaine. Mais Brandon Gignac, moi, écoute, je l'ai vu jouer avec l'école Georges Vanier dans la Ligue préparatoire scolaire. Je l'ai vu jouer Midget 3A avec Collège Esther Blondin. Je l'ai vu jouer à Shawinigan. J'ai toujours adoré sa vitesse. Il a un bon sens du hockey. Et pour une raison que j'ignore, il y a son frère William aussi, ce sont des gars de Repentigny. Son frère William aussi était un beau patineur, mais il n'a jamais réussi à concrétiser. En tout cas, je voyais plus de potentiel offensif dans lui que ça. Je pense, juste de mémoire, dans le hockey junior, il a eu ses meilleures saisons. C'était comme quoi, 23, 26 buts, quelque chose comme ça. Mais c'est un bon joueur de hockey. Puis il y a Marc-Antoine a 100 fois raison quand il dit qu'il y a un coup de patin de la Ligue nationale. Là, je le regardais jouer midget puis junior, puis je dis « Wow, ce gars-là, c'est l'atout principal si tu veux un jour accéder à la Ligue nationale. » Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Si s'est amélioré défensivement et qu'il est fiable défensivement et qu'il peut remplir des missions en désavantage numérique, il y a peut-être un travail pour lui, là. Alors, c'est ça, c'est peut-être le début de quelque chose. C'est peut-être parce que on joue un peu dans le même film que l'an passé. Là. C'est-à-dire que là, il va y avoir des transactions. Là, en plus, il y avait des blessures l'an passé. À un moment donné, il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue américaine qui ont fait terminer la saison l'an dernier. Mais la question, c'est de savoir, c'est ça, est-ce que ça va être une tasse, est-ce qu'il va juste prendre une tasse de thé dans la Ligue nationale, comme on a vu pour plusieurs joueurs, ou s'il va réussir, c'est quand même le dernier droit de la saison, là, il va y avoir quand même de la place, j'imagine, s'il va réussir à faire une bonne impression, puis dire, écoute, Martin Saint-Louis est peut-être le meilleur entraîneur au monde pour vraiment accorder un essai sérieux à un joueur comme ça, parce qu'il y en a eu dans le temps, puis qui a été témoin de ce genre de situation-là dans le passé. John Tortorella a fait ça aussi quelques fois, dont avec Mathieu Darche, avec le Lightning. C'est vrai. Bon, je faisais le parallèle avec Belzile. Moi, je me souviens, peut-être plus chez les partisans et les partisanes, mais quand Belzile a décidé de signer avec New York, il y avait des gens qui s'en étaient, j'allais dire, épris. Calmons-nous. C'est peut-être la Saint-Valentin qui s'en vient, qui joue dans mon champ lexical, mais il y a des gens qui s'en étaient, c'est ça, là, qui le voyaient là, et c'est un sujet dont on a parlé souvent aussi, mais avec les Dadonov, l'an passé, tout ça. C'était le fun quand on avait enfin un quatrième trio qui ressemblait à un quatrième trio. J'entends par là de l'intensité du patin. Puis Belzile avait ces qualités-là. Puis là, Gignac a ces qualités-là aussi. Sauf que dans le cas de Gignac, il est plus jeune, tu l'as dit. Oui. Il est sous contrat pour l'an prochain. Puis comme tu dis, Martin, c'est ça. C'est peut-être plus là, que pour le temps qui passe, il y a peut-être une réelle occasion à saisir. Ouais, si tu veux bâtir une organisation gagnante, à un moment donné, il faut que ça marche au mérite, là.
peu importe que tu sois un choix de premier tour dans les top 5 dans la Ligue nationale ou que le gars arrive de nulle part sur une invitation, c'est celui qui fait le travail qu'il faut qu'il obtienne le travail. Puis je sais que les organisations ont de la misère. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à penser comme ça parce que celui qui a été choisi au premier tour va toujours revenir pour avoir une autre chance, puis avoir une autre chance. Mais si tu veux monter à un moment donné, il faut que ce soit, c'est ça. L'expression que certains directeurs généraux utilisent, c'est « you eat what you kill ». Fait que c'est ça. Celui qui est capable d'aller... Celui qui est le plus efficace une fois lâché lousse dans la forêt, ben c'est lui qu'il faut qu'il joue. Alors, on verra s'il va saisir cette chance-là, mais c'est le fun de voir un gars qui a surmonté le plus gros handicap. Il n'y avait pas de contrat de la Ligue nationale, puis il les a forcés à lui en donner un. Oui, puis Marc-Antoine, c'était embêtant, ça, parce qu'il n'y avait pas tant de... Parce que c'est 50 contrats maximum. Oui, exact. Chantal? Maximum? Oui, ben oui, effectivement. Chaque organisation a le droit d'avoir 50 contrats qui sont des contrats actifs, parce qu'évidemment, il y a des joueurs, par exemple... Des circuits juniors qui ont signé un contrat, mais il n'a pas encore été activé parce qu'ils sont encore dans le junior. Alors, pour l'instant, le Canadien en a 45. Je pensais qu'on était plus proche de la limite. Puis je pensais que ça expliquait pourquoi ça parce que ça a niaisé un peu. Là. Ils auraient pu faire ça. T'sais, on a vu Mitchell Stevens, puis Condotta, on aurait... C'est parce que ça niaisait. C'est parce que quelques semaines. Oui, mais effectivement, sauf que, sinon des mois. Mais là, il y a eu l'échange de Monahan qui a libéré un poste. Lane Hudson, s'il signe à la fin de l'année, il va, même s'il joue qu'un match, il va quand même occuper un de ces contrats-là. Le Canadien également aimerait peut-être faire signer des contrats à 2 autres espoirs, Luke Tuch et puis Oliver Kapanen, pour qu'ils viennent également finir la saison dans leur organisation à Laval. Donc ça impliquerait, donc on serait rendu... Place, là, c'est 3 jeunes. Ouais. Si tu échanges, tu fais une transaction, puis qu'en retour, tu acquiers les services d'un joueur qui a un mauvais contrat, puis tu veux débarrasser une autre équipe pour la fin de la saison, c'est un contrat de plus, puis tu veux pas être à 50. Tu veux toujours te garder une certaine flexibilité, même après la saison. Donc, dans ce cas-ci, il fallait, pour le Canadien, s'assurer qu'il allait avoir une certaine flexibilité. Puis il y a une autre affaire, il y a une autre chose qui a permis ça, c'est que ce qui a fait reculer le nombre de contrats, c'est qu'il y a le défenseur Nicolas Baudin qui était avec le Rocket de Laval. Il y a eu une entente avec le Canadien de résilier son contrat pour qu'il aille jouer en Europe. Ils sont allés chez le médiateur puis ils ont dit on divorce. C'est ça. Alors, ça s'est bien passé, de ce qu'on comprend, parce que des fois, ça se passe moins bien. Ça s'est très bien passé. Ouais. Il ne jouait pas beaucoup. Maître Spengler, il est allé devant Maître Spengler. Alors, non, il ne jouait pas du tout. Il était souvent laissé de côté à Laval. Fait que, tu sais, ça libérait un contrat, ça a ouvert la porte aussi. OK, ça explique pourquoi il y en a... Dans ma tête, on était plus proche du 50, mais là, quand t'enlèves Monahan puis Baudin, soudainement, ça va vite. OK. Là, je vous l'annonce, il y a un match mardi soir. Oui. Vous êtes pas ennuyé? Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. Ouais, ça fait une petite pause, hein? Ça fait du bien. Les Capitals de Washington. Et ça, c'était dans mes... j'ai des petites notes là, sur le côté là, que je me garde, mais j'y arrive jamais parce qu'on prend tout le temps qu'on a pour parler des 3 gardiens. Puis c'est important. Il faut le faire. C'est notre travail. Puis regarde, c'est ça. Donc, mais dans ces petites notes-là, il y avait... la saison d'Alexander Ovechkin, qui est bon sang. Est-ce une anomalie? Est-ce une anomalie ou est-ce le cycle du temps qui fait... Pas le cycle, mais le temps qui fait son œuvre? On pensait que le temps n'avait pas d'effet sur lui jusqu'à cette saison. Quand il est venu à Montréal pour le premier match, je pense qu'on a tous sursauté de voir à quel point ça n'avait pas l'air à lui tenter ou... il n'avait pas l'air dans son assiette. Ouais. C'est pas une grosse saison pour Ovechkin. Il y a 9 buts en 44 matchs présentement. Ouais. Il s'en va vers une saison de 16-17 buts. Tout le monde, ou la plupart des gens, quand on se disait il est à la poursuite du record de Wayne Gretzky, on se disait mais il va y aller à 30 buts par saison, puis il va le dépasser. Mais là, s'il termine la saison avec 16-17 buts, il va lui en manquer encore 56 la saison prochaine pour rejoindre les 894 de Wayne Gretzky. Et s'il continue à décliner, ça va peut-être être plus difficile qu'on pensait. Prend plus de temps. Et il faut dire, les Capitals sont moins performants aussi. Là. Alors ça, c'est intéressant. Il y a Max Pacioretty aussi qui m'intéressait parce qu'il a été blessé très sérieusement. Il y a eu 2 interventions à un tendon d'Achille
au cours de la dernière année. Il n'a presque pas joué au cours de la dernière année. Là, après 12 matchs, samedi, il y a 10 jours, il s'est blessé au bas du corps. Alors, je ne sais pas s'il va être en uniforme. Il y a des chances. Là. C'est pas certain, mais il y a des chances qu'il soit. OK. Parce que j'ai vu vite aujourd'hui que les Capitals avaient rappelé quelqu'un. Je ne savais pas si c'était à cause de lui. C'est pas drôle, pareil. Hein. Mais tu sais, c'est un bon joueur de hockey, Max Pacioretty. Là, c'est triste qu'un accident comme ça soit survenu. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Mais les Capitals, tu sais, leur destin semble suivre un peu celui des Pingouins. Là. C'est des équipes dont c'est deux des plus vieilles équipes de la Ligue, 2 équipes dont les noyaux avaient à peu près le même âge, et là, ça descend. Et je pense qu'ils vont rater les séries pour la deuxième année. Là. Ils ont quand même 4 équipes à rattraper. Ils ont quelques points de retard. Là. Ils ont combien de points? Je l'ai écrit dans mes notes, mais ils n'ont pas remporté une série. Fort probablement, ils vont être exclus des séries pour une deuxième année consécutive, et ils n'ont pas gagné une série éliminatoire depuis leur Coupe Stanley en 2018. Et là, ça a l'air parti, la glissade a l'air partie pour vrai. Là. Ils sont plus à l'aise que de prédire celle des Bruins. Ouais. Mais dans le cas de Ovechkin, c'est vrai qu'on en avait parlé au début de la saison, puis c'était pas la première fois qu'Ovechkin avait un lent début statistiquement, mais à un moment donné, il trouvait son air d'aller. Puis là, la différence cette année, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Non. Alors là, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est peut-être l'œuvre du temps. C'est un gros bonhomme, mais qui a perdu beaucoup de son explosion sur patin. Il semble lent puis léthargique par moment. Puis autour de lui, c'est ça, il est très lourd. Ouais. Puis autour de lui, la game va de plus en plus vite aussi. Fait que ça, c'est pas évident. L'avantage numérique des Capitals n'est plus ce qu'il était. C'est un avantage numérique qui fonctionne à moins de 15 %. Fait que, tu sais, Ovechkin, avant... Il est en mesure de se démarquer puis de marquer beaucoup de buts grâce à l'avantage numérique des Capitals, mais là, c'est un avantage numérique qui est moins dangereux qu'autrefois. Donc ça rentre en ligne de compte. Et puis, on peut commencer vraiment à se poser la question si ce fameux record-là, il va réussir à l'atteindre, parce que si cette saison-ci n'est pas une anomalie puis qu'elle est le début d'un réel déclin, mais là, il va falloir qu'il se rende jusqu'à mi-quarantaine pour s'y rendre. Là. C'est pas évident. T'sais, alors, il va falloir probablement, si les Capitals sont complètement investis dans le fait de lui permettre d'aller chercher ce record-là, il va falloir qu'il l'entoure beaucoup mieux. Mais tu regardes ça de l'extérieur, puis si t'es pas engagé émotivement dans ce projet-là, ça paraît complètement farfelu d'essayer de fouetter un cheval mort, parce que dans ce cas-ci, un cheval ou une vache, une vache, n'importe quel animal de la un ferme, canesson, tous les animaux sont passés, c'est ça. C'est tout bon. Voilà. Alors, un poulet de Cornouailles. Alors, c'est ça. Donc, c'est parce que la logique voudrait que cette équipe-là est rendue au point où elle devrait plus que les Pingouins, ou du moins, c'était plus évident que les Pingouins. Les Pingouins, c'est évident, mais... Écoute, eux autres, ils en ont rajouté une couche en allant chercher Erik Karlsson. Déjà, ils ont fait ça. Puis c'est parce que c'est pas juste Ovechkin. C'est pas juste un joueur. À Pittsburgh, il y en a 3. C'est ça. Tandis que là, à Washington, Niklas Backstrom est tombé au combat. Il est tombé au combat. Sa carrière est probablement terminée. Yevgeny Kuznetsov n'est plus l'ombre de lui-même depuis 3 ou 4 ans. Fait que, tu dis, il reste pas grand-chose. C'est ça. Alors, c'est cette équipe qui affrontera le Canadien mardi soir. Faites pas le saut. Ne cherchez pas Brendan Gallagher. Martin a mis dans ses notes que ça allait être le deuxième de ces 5 matchs de suspension. Puis j'ai fait comme, j'avais complètement oublié. C'est vrai. Ouais. Il a été suspendu. Alors, service public, je ramène ça à votre bon souvenir. Alors, nous y sommes. Voilà, messieurs. Un grand merci. Déjà. C'est toujours un plaisir. Je pense pas qu'on ait... D'après moi, ça n'a pas été plus court que d'habitude. Ouais, ça arrive souvent qu'on se dit ça va être plus court aujourd'hui. Non, ça arrive pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est le plaisir, voilà. C'est le plaisir que l'on a, qu'on partage ensemble. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te lire, t'entendre et te voir sur toutes nos plateformes. Merci infiniment. Toujours un plaisir, messieurs. On se revoit dans quelques temps. Oui, on te perd quelques temps, mais on va se retrouver. Oui, voilà. j'espère. C'est une promesse. Oui, t'es bien mieux de... Et Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est grand plaisir.
Je peux comprendre. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de cette émission. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Hey, bon match. Faites pas le saut là, quand vous allez allumer la télé. Là, le Canadien joue. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.